est différent. Donc ces précautions oratoires pour vous dire que le sujet de notre conversation ce soir, c'est les relations Afrique-Occident et, comme je vous le disais à l'instant, ce qu'elles disent de l'état du monde, des rapports de force mondiaux, des valeurs dominantes et aussi de nous. Parce qu'évidemment, je ne vais pas vous nier, quand vous lisez un titre comme l'Afrique au secours de l'Occident, vous pouvez penser l'auteur a pété un plomb, il raconte n'importe quoi, comment l'Afrique pourrait-elle venir à notre secours. Je ne vais évidemment pas nier les problèmes du continent africain. En revanche, je vais les replacer dans une analyse, dans un point de vue historique, pour essayer de leur donner un sens et de rétablir quelques vérités, entre guillemets. Ce livre, pour que vous compreniez, est né après mes premiers voyages en Afrique. C'était à la fin des années 1990. Je suis allée d'abord au Burkina Faso, au Mali. Après, je suis allée au Sénégal. Et puis plus tardivement, je suis allée au Rwanda, en Tanzanie, en Éthiopie, en Zambie, plus au sud. Et c'est ces premiers contacts avec le continent africain qui m'ont donné l'idée d'écrire le livre. Pourquoi ? Vous me voyez venir, vous avez compris l'idée. Parce que le contraste entre ce qu'on dit, ce qu'on voit, ce qui circule dans les médias ici en France ou en Europe, avec la réalité de ce qui est perceptible, observable en Afrique, est extraordinaire. C'est-à-dire vous arrivez, et moi j'étais plutôt bien disposée, progressiste, tiers-mondiste, avec une culture assez ouverte sur les relations internationales, sensible aux inégalités. J'arrivais sur le continent africain avec des a priori extrêmement favorables. Et pourtant, malgré tout, j'étais quand même imprégnée des visions qu'on a et qui malheureusement perdurent, c'est-à-dire la vision sanitaire, humanitaire, catastrophiste, cauchemardesque du continent, qui masque la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est vrai que les problèmes existent, personne ne peut nier qu'il y a des djihadistes, personne ne peut nier qu'il y a des famines, personne ne peut nier qu'il y a des coups d'État. En revanche, ce qui est faux, c'est de résumer l'Afrique à ça. C'est de dire l'Afrique, c'est un problème, c'est le continent du cauchemar, c'est le continent des coups d'État, c'est le continent des dictatures et des crimes. C'est ce qu'on appelle une généralisation abusive. Et c'est la première chose, on en parlera dans la discussion, qui frappe quand on met le pied sur le continent, c'est qu'on s'aperçoit que cette Afrique cauchemar, ce n'est pas toute l'Afrique. Et quand vous êtes honnête, ce que j'ai la faiblesse de croire dans mon cas, vous vous dites, ce contraste a une raison. S'il y a un tel décalage entre la réalité du continent, et je vais revenir un petit peu après sur comment se manifeste ce contraste, et ce que j'en ai appris, ce qui m'a été transmis par les médias, c'est que les choses ne tournent pas rond. Premièrement, ça veut dire que l'Afrique n'a pas la parole. Si l'Afrique cauchemar domine dans la pensée dominante, il y a une redondance là, si la vision cauchemardesque de l'Afrique domine, c'est parce que c'est en général d'autres gens que les Africains qui en parlent. Et c'est vrai, quand vous regardez les spécialistes de l'Afrique qui parlent dans les médias, en général, ne sont pas de fins connaisseurs de l'Afrique. Et deuxièmement, ça veut dire aussi que cette Afrique cauchemar qu'on nous sert en permanence a une fonction dans l'ordre dominant. C'est-à-dire voir l'Afrique comme une Afrique en difficulté, comme une Afrique qui quémande, finalement, ça remplit un rôle qui est de légitimer
le système dans lequel on vit et les relations internationales. Et en particulier, la vision d'une Afrique demandeuse, quémandeuse, donc qui n'a rien à dire, rien à apporter, et un Occident qui est toujours dans la situation d'apporter, de donner, d'offrir, de résoudre les problèmes. Et donc, une telle vision conforte l'Occident, entre guillemets, dans une situation de, non seulement de domination, mais de légitimation de son statut. C'est-à-dire, si l'Afrique est quémandeuse et que l'Occident vient à son secours, ça veut dire que l'Occident est bon et que ce qu'il fait est juste. Évidemment, tout ça est faux. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je relisais en venant pour préparer la conférence des interviews d'Emmanuel Macron, président de la République française. Et on voit bien, lui qui est si proche des banques et des entreprises, l'intérêt qu'il peut y avoir à dire que l'Afrique est dominée, c'est-à-dire qu'il va arriver en sauveur et ouvrir des marchés pour nos entreprises. Mais les ONG font pareil. Quand les grandes ONG, je ne vais pas citer de nom, sauf si vous me poussez, vont en Afrique creuser des puits, se font photographier, c'est encore l'Occident qui apporte. C'est la fameuse relation d'aide qui est une relation inégale. Il y a des tas de gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a des sociologues et des psychologues qui ont démontré que la relation d'aide est une relation perverse. Parce que quand vous aidez quelqu'un, vous vous mettez au-dessus de lui. Et donc les ONG, même bien intentionnées, se situent dans un rôle de domination, puisqu'elles vont apporter des choses à des gens qui, a priori, en ont besoin. Et l'idée... Et dans ce cadre-là, il ne peut pas y avoir de relation égale, ni de relation juste. Et donc quand j'ai pensé, l'éditeur était effrayé au début, écrire un livre, L'Afrique au secours de l'Occident, il m'a dit, t'es sûr, t'exagères, etc. Je dis non. L'Afrique au secours de l'Occident, à l'origine, c'est l'idée qu'il faut rééquilibrer la relation. C'est dire, bon, peut-être que l'Occident apporte des choses, mais il faut reconnaître aussi que l'Afrique apporte des choses. Et que c'est en reconnaissant ce qu'elle apporte qu'on rétablit l'équilibre et que donc on sort de la relation perverse qui caractérise la relation d'aide. Donc l'Afrique au secours de l'Occident avait cet objectif de rétablir l'équilibre entre les deux. Alors vous me direz, pourquoi? J'ai fait allusion tout à l'heure. Je ne sais pas, puisque je ne vous connais pas, je connais certains visages, mais je ne connais pas votre histoire par rapport à l'Afrique. Mais ce qui m'avait frappé il y a 20 ans, et qui mon dernier voyage à 6 mois, mon dernier voyage sur le continent à 6 mois, c'était en Casamance, c'est le décalage, et même aujourd'hui où ils sont confrontés au terrorisme, au Covid et tout, ça reste. C'est le décalage dans la hiérarchie des valeurs. Et ça commence très tôt. Ce qui m'avait frappé, mon premier voyage, c'est que jamais un interlocuteur ne m'a demandé quel était mon métier. Alors, une des premières questions qu'on pose, nous, entre Français ou en Occident, c'est « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et ce qu'on me demandait, c'est « qu'est-ce que vous êtes dans la vie ?» C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu es marié? T'as des enfants? Ah, t'as pas d'enfants? Bon, je trouve que j'ai pas d'enfants. Ce que je vis très bien, c'est un autre sujet, une autre conversation. Mais ah, t'as pas d'enfants? Mais alors, immédiatement, c'était... mais genre, vous passez une frontière entre le Burkina Faso et le Mali, par la route, vous donnez votre passeport, et le militaire dans sa guérite, il regarde le passeport et fait « Ça va, Anne? Oui, oui, ça va. Et ta famille, ça va? Bah oui, ton père, oui, oui. Ta maman? » Et là, tu dis, mais ils les connaissent? En fait, non. Mais c'est parce que c'est comme ça. Voilà, c'est une anecdote, mais c'est extrêmement symbolique. Alors qu'on
on sait très bien que chez nous, la première question, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie, comme je l'ai dit, et puis aux États-Unis, ça va être combien tu gagnes. Non, les Américains sont encore plus débridés que nous, en dollars par année, je précise, parce que les calculs... voilà. Donc c'est cette question de la hiérarchie des valeurs qui frappe le plus. Et tout est comme ça. Vous conversez avec les gens, je sais pas, vous prenez je sais pas moi, un taxi, vous discutez 5 minutes, et vous apercevez que même dans une mégapole comme Dakar, vous avez plusieurs millions d'habitants, les gens ont conservé des habitudes de relations sociales que nous, on ne pratique absolument plus. Par exemple, ce chauffeur de taxi ou ces chauffeurs de taxi, ils vous racontent qu'ils travaillent à Dakar, capitale du Sénégal, je crois qu'il y a 2 millions d'habitants, je ne retiens pas les chiffres, mais qu'ils sont un groupe de chauffeurs de taxi qui viennent du même village, et le soir, après avoir terminé leurs courses, ils se retrouvent pour partager la recette et éventuellement, évidemment, partager le repas et partager des nouvelles. Voilà. Donc, quand je vous disais hiérarchie des valeurs, vous voyez immédiatement la primauté du lien social du groupe sur le reste. Même dans des situations, j'allais dire, parce que là vous pouvez me dire, le chauffeur de taxi, il ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est logique, il partage avec ses potes pour éviter d'avoir des ennuis financiers à la fin du mois. Mais non, même dans les milieux huppés, ça perdure. Je me souviens d'avoir été invité, par exemple, par des ministres, ou plus précisément par le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Alors, à l'africaine, il me dit « Robert, vous êtes au Sénégal, parce que le siège de la BCEAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, est à Dakar. Je vais vous offrir une chambre à l'hôtel, vous inquiétez pas, je vous envoie mon chauffeur. » Ça, ça tourne vite à la corruption, mais à la base, c'est de la gentillesse. C'est de l'accueil. Donc évidemment, déontologie, mon diplôme, tu dis non, tu te retrouves dans un hôtel pourri dans la banlieue de Dakar, mais bon, tu as sauvé l'honneur du journal. Mais c'est pas pour ça que je raconte ça. Mais ça déjà, c'est un signe. Et vous êtes dans un repas avec des huiles, des ministres et compagnie, et il est normal de manger dans l'assiette du voisin, parce qu'on partage. Et là, donc, ce gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui était ivoirien, s'appelle Charles Konan-Banny, certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a fait grandes écoles de finance aux États-Unis, qui a travaillé au Fonds monétaire international, mais il avait semé la panique dans une réunion du FMI, Fonds monétaire international, à Washington, parce qu'il avait reçu un coup de fil de l'un de ses cousins qui lui disait « Charles, il faut absolument que tu rentres à Abidjan, parce que la cousine de notre tata est morte. Il faut absolument que tu viennes à l'enterrement. » Alors, déjà, chez nous, pour aller quitter une réunion du FMI pour aller à l'enterrement de votre mère, on vous trouverait étrange. Mais alors, pour une cousine de votre tata qui habite un village reculé à 300 bornes d'Abidjan, ça n'existe pas. Et bien, il est parti quand même. Pourquoi je raconte ça? Déjà pour le fait qu'il est intéressant, la valeur de l'enterrement d'une cousine de la tante, et parce que Charles Konan-Banny, gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui est bardé de diplômes, qui s'y connaît en finance, ne peut pas ne pas rentrer. Parce que s'il ne rentre pas pour l'enterrement de la cousine de sa tante, eh bien il va être mis au banc de la société. Parce que les valeurs de son pays font que quand quelqu'un meurt, et si c'est un proche, eh bien c'est tellement important, la vie et la mort, ce que nous sommes d'accord pour reconnaître, sauf que nous en Occident on en tire très peu de conséquences, eh bien il faut tout lâcher. Et il a quitté Washington, il a sauté en premier avion, il est allé à Abidjan, il a fait... Après, voilà. Bon. Donc, pourquoi je vous raconte ça, outre le plaisir de le raconter, c'est parce qu'une fois j'ai été agressée dans une conférence à Bordeaux, parce que le prof qui m'invitait se moquait ouvertement de moi en disant « mais ça, c'est pas des valeurs africaines, c'est des valeurs rurales ». Alors c'est vrai, moi je viens d'un milieu rural, donc j'ai des souvenirs effectivement de l'importance de la communauté locale et du lien entre les personnes, mais ça ne résume pas ce
qui se passe en Afrique, vu ce que je viens de vous raconter, un gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, c'est pas le monde rural. Un chauffeur de taxi dans une ville comme Dakar de 2 millions d'habitants, c'est pas le monde rural, c'est autre chose. Ce sont des valeurs culturelles. Et donc c'est au-delà, il y avait un côté méprisant dans ce prof de Bordeaux, dont j'ai eu la charité d'oublier le nom, en fait vous nous décrivez une Afrique fantasmée qui n'existe pas et qui est en fait l'effet retard ou l'image lointaine d'un monde rural disparu. Ben non, c'est faux. C'est entièrement faux, puisque ça perdure dans des milieux urbains. Lagos, la capitale du Nigeria, doit y avoir 10 millions d'habitants, ça fonctionne comme ça aussi. Donc c'est autre chose et c'est plus fort. Et c'est ça qui est intéressant, je regarde là pour ne pas parler trop longtemps et qu'on discute, c'est cette hiérarchie des valeurs, et j'ai plein d'autres exemples évidemment que je cite dans le livre, et par conséquent, quand vous êtes confronté à ça, vous vous dites déjà pourquoi on ne le sait pas, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la plupart du temps, quand on parle Afrique en France ou en Europe, c'est pas ça qui vient. C'est pas, le sens de la communauté, le sens du groupe, la solidarité, le rapport à l'autre, le respect de la mort, etc. C'est l'Afrique cauchemar. C'est l'Afrique qui a besoin. Et comme je commençais à l'évoquer tout à l'heure, ce qui se passe en Afrique, et c'est pour ça que j'ai dit au secours de l'Occident, c'est que quelque part, comment dire, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, en fait, c'est pas l'Afrique. L'Afrique est victime aujourd'hui de la pauvreté, de la famine. L'Afrique qui subit le djihadisme, le terrorisme, avec toutes les horreurs qu'on voit, c'est pas l'Afrique en fait. C'est l'Afrique occidentalisée. C'est-à-dire, c'est des pays qui payent le fait d'avoir été depuis des décennies, je ne remonte même pas à la colonisation, déconnectés de leur histoire et qui ont vu les relations traditionnelles éclatées, perturbées, par ailleurs dénigrées, et qui ont fait appel à l'étranger, ou bien on leur a imposé des solutions venues de l'étranger. Et c'est cette Afrique-là qui est en échec aujourd'hui. Une auteure que je cite un peu, même si aujourd'hui bon, elle est un peu moins populaire qu'il y a 20 ans, vous la connaissez certainement, c'est l'ancienne ministre de la Culture du Mali, Aminata Dramane Traoré. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le viol de l'imaginaire », quelques années maintenant, où elle explique comment les pays africains, après l'indépendance, en 1960 pour la plupart d'entre eux, ont essayé, c'est vrai, pour certains, de suivre un modèle de développement qui leur était propre, mais très rapidement, notamment parce que la dette a explosé et qu'ils ont été obligés de demander l'aide des institutions financières internationales, l'aide entre guillemets, suivi un modèle de développement et un modèle économique qui était en fait pensé en Occident pour des Occidentaux, qui est basé sur le libre-échange, le libéralisme, et pas du tout sur ce qui pourrait être des valeurs africaines dont on a perçu dans les petits éléments que je vous ai indiqués tout à l'heure, qu'elles sont davantage axées sur le collectif et le partage. Si on résume, on pourrait dire que l'Occident, depuis, Galilée à peu près, a bâti son développement sur deux valeurs cardinales, l'individualisme, c'est-à-dire la réussite individuelle, et l'autre valeur, c'est l'accumulation. C'est-à-dire qu'il faut accumuler des richesses, avec dans le système libéral l'image du self-made man, l'homme qui réussit tout seul, comme si ça existait, comme si Bill Gates n'était jamais allé dans une université payée avec des fonds publics, mais c'est un autre débat. Donc l'image de l'homme qui réussit tout seul, parce qu'il a suivi son chemin individuel, et qu'il a accumulé de l'argent, qu'il a la bonté, éventuellement,
de redistribuer en créant une fondation. Bill et Melinda, je les adore pour ça, ils sont beaux, magnifiques, même s'ils viennent de divorcer, j'ai beaucoup pleuré à ce niveau. Les milliardaires redistribuent parce qu'ils sont bons. Bon, ça c'est l'image résumée grossièrement. On pourrait dire qu'à l'inverse, les sociétés africaines, dans leur très grande diversité, puisque je vous ai dit tout à l'heure, il y en a des centaines différentes, des cultures différentes, ont développé les deux valeurs exactement inverses, c'est-à-dire le sens du groupe, la collectivité, et, donc par opposition à l'individualisme, et au lieu de l'accumulation des richesses, la répartition des richesses. Alors, ces deux valeurs, vous voyez bien où je veux en venir avec mes gros sabots, sont évidemment complètement en décalage avec l'ordre mondial dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est un ordre capitaliste libéral, qui est basé sur l'accumulation des richesses, l'individualisme. Évidemment, le modèle africain ne peut pas rentrer là-dedans. Et quand j'ai écrit, il faut que j'arrête de dire parce que je répète beaucoup, quand on a choisi le titre avec mon éditeur, L'Afrique au secours de l'Occident, l'une des idées c'était de dire finalement le continent africain, quand on le regarde en le désoccidentalisant, nous fait entrevoir un autre modèle dont peut-être on pourrait tirer quelques bénéfices. J'avais fait une conférence en 2004, juste après la première canicule, parce qu'apparemment il va y en avoir plein d'autres, et beaucoup de gens, j'étais allée au Niger, à l'époque c'était très pacifique, et les gens que j'avais au Niger, qui avaient vu les images des maisons de retraite françaises, avec les gens qui mouraient dedans, mais ils étaient choqués. C'est-à-dire le Nigérien moyen qui vivait de rien, dans une baraque très modeste, en partageant avec son voisin dans l'économie informelle, il disait mais je l'ai entendu, je vous jure, hein, on vous plaint. Hein. Franchement, on vous plaint. Vous laissez les personnes âgées mourir comme ça, tout seuls, dans ces maisons-là. Mais chez nous, c'est pas possible. Hein. On serait allé les chercher. Donc, c'est quelque chose de... comme ça qu'on se prend dans la figure. Et je me souviens alors ça c'était à Ouagadougou, Burkina Faso, je me souviens d'un petit jeune qui, vous savez, les dibiteries, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, au coin des rues, en Afrique de l'Ouest, les dibiteries, ça vient de débiter, c'est du français remasterisé, si j'ose dire, et ça veut dire débiter de la viande. Donc au coin des rues, il faut griller un peu de viande, et puis vous passez, vous prenez quelques francs CFA, vous avez un peu de viande grillée. Et je discute avec le gars, franchement, vous faites pitié. Il était là. Un jeune gars au coin d'une rue, et en plus c'était pendant une de ces pannes d'électricité dont le libéralisme a gratifié l'Afrique de l'Ouest. Donc on se promenait littéralement dans les rues de Ouaga avec des briquets pour s'éclairer. Et je me souviens, franchement, vous faites pitié. Et parce que, voilà, notre hiérarchie des valeurs est complètement inversée. Alors, je n'idéalise pas, et je vais terminer pour qu'on puisse discuter, je n'idéalise pas parce que quand, je vous disais tout à l'heure, souvent à l'individualisme s'oppose le sens du groupe en Afrique. Alors c'est vrai que c'est très bien quand vous êtes dans l'ennui, vous avez un souci, vous savez que vous pouvez compter sur votre voisin. Ce n'est pas une clause de style, c'est vrai. Et j'avais des copains qui sont de Gennevilliers, en banlieue parisienne. Ça, c'était il y a 5 ou 6 ans. Qui avaient des enfants vers 10 ans à Gennevilliers, donc banlieue parisienne, qui tournaient mal. Ils commençaient à chourer, un petit peu la délinquance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renvoyé au pays. Pour que le village les prenne en charge. Ça, c'est des trucs qui... Voilà. Donc je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais c'était en même temps c'était intéressant. Donc
on voit bien que... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Fallait pas idéaliser. Voilà, fallait pas... Merci madame. Fallait pas idéaliser. Alors c'est vrai que la solidarité de groupe est une réalité. Vrai. Mais ça a des inconvénients. C'est-à-dire que vous discutez avec des Africains immigrés en France, c'est toujours beaucoup de stress pour eux de rentrer au pays, parce qu'il faut qu'ils aident tout le village. Alors déjà, ils aident en permanence avec Western Union et tout, en envoyant de l'argent, tous les mois, mais quand ils rentrent, il faut faire des cadeaux. Il faut donner, il faut... voilà, donc c'est un poids. Je sais que maintenant, quand je rentre à Dakar, je sais qu'il va falloir que je passe les premiers jours à faire le tour, parce que sinon ils ne sont pas contents, parce que je ne suis pas allée dire bonjour, donc je fais l'occidental qui fait la gueule, etc. Et donc il y a une contrainte quand même du groupe, hein. Donc il ne faut pas idéaliser, bien sûr. Hein. Il faut pas non plus... Mais peut-être que ce que nous dit l'Afrique, c'est aussi l'idée de rééquilibrer les valeurs. Peut-être qu'on est parti trop loin dans quelque chose. Et le Covid. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis environ 1 an et demi, il y a eu une pandémie c'est une maladie qui, paraît, vient de Chine et qui oblige les gens à porter des masques. Je sais, c'est ridicule, hein, personne ne fait ça, porter des masques dans les médiathèques, mais pas que. Bon. Eh bien, sur le continent africain, la pandémie a fait beaucoup de contamination, bien sûr, mais très peu de morts. On ne sait toujours pas pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses, si vous voulez, on en discutera. En revanche, le vrai problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est la catastrophe économique. Parce que la pandémie de Covid a arrêté les circuits commerciaux, l'achat de matières premières, les relations entre les pays. Et ce dont souffre aujourd'hui l'Afrique, le continent africain, c'est pas du Covid. Enfin, en tout cas, à l'heure où nous parlons. C'est du fait que la rupture des liens commerciaux, le fait que les entreprises européennes ou chinoises ne viennent plus acheter les matières premières, les acheminer, embaucher des gens, a créé une crise économique très forte, avec beaucoup de chômage, qui se greffe sur le fait qu'il y a beaucoup d'emplois informels qui dépendaient de l'emploi formel, et tout ça a sauté. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça résume bien la situation du continent africain, qui est extrêmement dépendant de l'extérieur. L'Europe, l'Union européenne, avec ses barrières douanières, protège son marché, même encore maintenant où on est quand même ultra libéralisé. En Afrique, compte tenu du fait que les institutions financières internationales, l'Union européenne, la France, ont imposé des politiques de libre-échange, tous les pays sont ouverts. Et donc très dépendants de l'extérieur. Et c'est ça qu'ils payent aujourd'hui. C'est pas la saturation des systèmes sanitaires et des systèmes de santé, c'est la faillite de certains circuits économiques, le chômage et donc l'explosion de la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils repartent en arrière avec à nouveau la pauvreté qui augmente. Et là aussi, je retombe sur mes petites pattes, on se retrouve avec l'Afrique au secours de l'Occident. Pourquoi? Parce que ce modèle d'économie extravertie dont l'Afrique paye des conséquences aujourd'hui, c'est celui qu'on nous impose en ce moment. Alors particulièrement en France, avec Emmanuel Macron, mais avant François Hollande, Sarkozy, tout ça, c'est le modèle économique de l'Afrique. On est sous ajustement structurel et on est dans des économies ouvertes, dépendantes de l'extérieur, avec désindustrialisation, fragilité donc du tissu social et économique. Et l'une des choses que nous dit l'Afrique aujourd'hui, c'est attention. L'Afrique, c'est un peu, si vous voulez, le miroir grossissant. Ce qui se passe en Afrique, c'est le miroir grossissant de la réalité du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire un monde de prédation économique, d'inégalité, où c'est toujours les mêmes qui parlent, en gros les Chinois, où les plus forts pillent les faibles. L'Afrique continue d'être pillée. La mondialisation libérale, c'est la poursuite de la colonisation par d'autres moyens.
Et ce miroir grossissant, en fait, on ferait bien de le regarder. Parce que ce dont ils sont en train de souffrir, c'est des choses dont nous commençons à souffrir et dont nous allons encore plus souffrir. Donc l'Afrique, pour résumer, l'Afrique au secours de l'Occident, c'est sortir des clichés sur l'Afrique. L'Afrique ne se résume pas à ses problèmes. Il y a des sociétés qui vivent, qui d'ailleurs, s'ils n'avaient pas leurs propres valeurs, les Africains ils seraient déjà tous morts, hein, vu ce qu'ils subissent. 2, renverser les regards, c'est-à-dire admettre que si on apporte des choses à l'Afrique, l'Afrique nous apporte des choses, et le nombre d'Occidentaux qui ne l'avouent pas forcément, qui ont été bouleversés par leur voyage en Afrique, parce que tout d'un coup, la rencontre avec les gens, les sociétés, leur a fait prendre conscience des lacunes qu'il y avait dans nos sociétés, notamment en termes de relations humaines, de partage. Et 3, le miroir grossissant, comme je le disais à l'instant, du fonctionnement du monde, c'est-à-dire la mondialisation libérale mondialisée, dont on voit les dégâts, on commence à les percevoir en France, mais en Afrique, on les voit déjà de manière extrêmement vive et assez alarmante. Parce que je vous ai parlé de l'extraversion des économies, de la pauvreté et tout ça, mais il y a plein d'autres exemples à prendre en matière de climat, par exemple, où... Ah, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui m'attaque. Et ce sera vraiment mon dernier mot, quand on a réactualisé le livre, là en début d'année avec l'éditeur, on a eu peur au début, puisque le livre a été écrit il y a 20 ans, d'avoir à réécrire énormément. Et en fait, les grandes structures restent. En revanche, on a ajouté beaucoup d'éléments explicatifs, comment dire en français, qui exemplifient, ça se dit ça, professeur Dauphiné, parce qu'en fait, depuis des années, on entend, et je relisais encore, comme je vous disais tout à l'heure, des interviews d'Emmanuel Macron, le discours c'est oui, on va changer de méthode, on va changer de relation avec l'Afrique, on va être plus respectueux, les ONG nous disent qu'elles font du développement local en interface avec la société civile, dans le cadre d'actions de terrain qui écoutent les populations locales, mais en fait, on continue la même relation inégalitaire. Alors qu'en fait, on aurait besoin, si on croyait vraiment à la diversité culturelle, d'écouter ce que dit un continent comme le continent africain. Ça permettrait de rééquilibrer le dialogue international et peut-être de trouver des solutions aux problèmes dont on souffre, qui sont les limites de l'accumulation des biens, avec problèmes de pollution, d'inégalité, et les dégâts de l'explosion des sociétés, où le lien social est tellement coupé que les gens souffrent de solitude. Pour caricaturer, si on faisait venir des experts africains qui raconteraient ce qui se passe dans leur village, ça nous coûterait moins cher que des experts de l'Union européenne qui font des rapports à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour nous expliquer pourquoi les gens ont l'impression d'être seuls dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère que c'était pas trop décousu parce que j'ai pas mis mes lunettes, j'ai pas suivi mes notes. Merci Mais je crois que j'ai à peu près dit